Bonjour Brian Slon. Bonjour. Vous êtes né le 31 janvier 1979 à Bourgoin-Jallieu, petite ville de 25 000 habitants située dans l'Isère. Vous avez 36 ans, c'est dur à croire, mais le temps a passé depuis ce titre de champion olympique de boxe à Sydney en l'an 2000 où votre victoire, votre gouaille et vos pleurs avaient ému la France. Coqueluche des médias, vous êtes ensuite devenu champion du monde en 2007 avant d'annoncer votre retraite à l'âge de 30 ans, 2 ans plus tard, faute de partenaire. Vous avez un petit peu disparu du paysage médiatique ensuite, en tout cas pour le très grand public, avant de réapparaître comme acteur l'an passé dans la peau de Victor Yang Pérez, ce boxeur juif tunisien champion du monde à 20 ans avant d'être déporté puis abattu à Auschwitz. Un échec commercial, mais des débuts salués par la critique. Vous détenez une salle de boxe à Paris, vous êtes vice-président de la Fédération française de boxe. C'est quoi la vie de Brian Masloum aujourd'hui ? J'ai la chance de faire ce que je veux et ce que j'aime. Et de m'exposer quand j'ai envie de m'exposer et quand je veux rester de mon côté. Voilà, j'ai le luxe de pouvoir me le permettre. Je suis principalement dans l'activité des médias à travers RMC et beIN Sport. Et puis c'est vrai que je m'occupe de la boxe. Vous avez arrêté très jeune le sport de haut niveau. Vous aspiriez à davantage ou c'est la vie rêvée aujourd'hui ? En fait, je me projette sans me projeter en réalité. Donc, le cinéma s'est ouvert à moi sans que je le décide. En réalité, c'est une opportunité qui s'est présentée. J'ai découvert ce monde-là, ce métier. J'ai aimé ce métier. Je prends des cours de théâtre. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est un exercice. C'est ce que je n'ai pas fait durant toute ma jeunesse parce que je suis rentré en équipe de France très tôt. Au bout de 4 ans, je suis champion olympique et c'est vrai qu'une vie de boxeur professionnel s'est ouverte à moi. Donc, oui, j'ai négligé certaines choses et aujourd'hui, je m'imprègne de plein d'expériences différentes. Négliger certaines choses, c'est-à-dire que vous avez négligé les études, la culture. Ouais, j'ai négligé surtout les études. Quand j'ai arrêté la boxe, c'est vrai que j'ai eu un battement 3-4 mois où je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'avais besoin de mettre ma vie à plat. Donc je me suis enfermé tout seul à la maison. Et voilà, j'ai regardé tous mes côtés positifs, tout ce que j'ai fait durant ce jeune âge, mes acquis, et surtout j'ai mis en lumière mes lacunes. Parce que ce qui m'importait, c'était ces lacunes-là. Si je voulais passer à un autre niveau, mais je ne sais pas encore dans quel domaine. Et c'est vrai que voilà, j'attaque une formation à la Sorbonne, je fais un master droit économie du sport, que j'obtiens en plus. Et si je voulais grandir encore, je savais que j'avais conscience qu'il fallait que j'apprenne des choses. Au pic de votre gloire, vous avez connu vraiment une déferlante médiatique incroyable. Vous étiez invité partout, toutes les émissions de télé. Vous avez remis un set d'or, fait un peu de télé-réalité, en tout cas participé à une émission de télé-réalité. Vos combats attiraient toutes les personnalités, de Jean-Paul Belmondo à Bernard Tapie. Vous en avez eu trop à un moment de lumière, c'était fatigant. En fait, c'est pas qu'il y en ait trop. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas un truc qui se gère derrière. Moi, il y a des jours, j'aurais rêvé, par exemple, d'avoir un masque, d'enlever, d'aller dans la rue. J'ai 20 ans à l'époque, 21 ans. De faire le con comme tout le monde. De m'amuser. Donc ça, tu n'as plus le droit de le faire. Derrière, j'ai eu une frustration. Moi, je suis quelqu'un qui était d'humeur à vouloir faire le con, en régal. En général, je suis quelqu'un qui veut rire, quoi. Si j'échouais, je faisais échouer tout le monde. Donc moi, j'en avais conscience. Quand j'ai perdu mon premier championnat du monde devant Para, sincèrement, j'ai fait 5 mois de dépression. Moi, le mot dépression, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je vais être méchant en le disant, mais je ne le pense plus aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était pour les faibles. Moi, je ne pouvais pas concevoir, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc, je ne pouvais pas imaginer, moi, avoir une dépression. Sincèrement, dans la journée, j'avais envie de me mettre des coups de poing pour de vrai, de me dire, mais putain, j'arrivais plus à me maîtriser. Je pleurais dans la journée sans savoir pourquoi je pleurais. Je me grattais la tête et je me suis fait mal toute ma vie pour être un champion. Et là, je ne comprenais pas tout. Justement, mais vous avez connu vraiment les plus grands succès et les plus grands compliments. Et puis après, ça s'est un peu gâté. On a commencé à critiquer votre style un peu minimaliste, votre sens du show. Est-ce que ce moment-là, ça a été très difficile à gérer ? Est-ce que vous avez trouvé ça injuste quand les premières critiques sont arrivées ? C'est super violent. C'est super violent parce que déjà, tu n'es pas préparé à ça. Tu t'attends pas à ça. Il y a eu sans doute des choses vraies dans ces critiques. Mais quand tu es préparé, tu ne le perçois pas de la même manière. Après, les choses sont exagérées aussi. Parce que tu es la personnalité phare de cette discipline.
Moi, je me rappelle de mes premiers sifflets, c'est ceux qui m'ont fait le plus mal. Et que le lendemain, j'ai un article dans l'équipe. Et que ça a été pour moi, franchement, je te jure, le truc qui m'a fait le plus mal. J'ai pas tout compris, vraiment. Et c'était marqué Asloum le mal-aimé. Je crois que c'est mon 3e combat. Il y a quelques personnes, sur 4000 personnes qui sifflent. Il y en a 50 qui sifflent. Oui, ça fait du bruit. 100 personnes. Oui, ça fait du bruit. Mais on ne peut pas me dire qu'à ce moment-là, toute la salle avait sifflé. Le problème, c'est que ces 100 sifflets, le lendemain, c'était marqué Asloum le mal-aimé. En plus, ça donnait une sorte de tendance de siffler Asloum à ce moment-là. Et j'accepte, hein, je ne dis pas que j'étais parfait, hein, loin de là. Mais ça va. Si tu regardes en arrière, tu dis ça va, c'est un môme, il a 20 ans, il commence la boxe, laissez-le progresser. Vous avez arrêté votre carrière donc très jeune, à la suite d'un différend avec votre diffuseur historique qui était Canal+, et qui souhaitait en gros, on va pas rentrer dans les détails, mais donner moins d'argent pour vos combats. Vous n'avez jamais regretté d'arrêter si tôt? 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard? Je suis resté 17 mois en réflexion. 17 mois sans boxer. Je deviens d'être champion du monde. Je ne me compare pas au football, à ces cracks. Mais si je peux donner un exemple qui est très clair pour que tout le monde comprenne, c'est comme si aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, qui vient d'avoir le Ballon d'Or, on lui dit la saison prochaine, tu restes sur le banc de touche. C'est pas compréhensible. Ce que j'avais dit, moi, mon ancien diffuseur, vous pouvez me demander, moi, de faire plus sportivement. Mais vous ne pouvez pas me donner moins au moment où je deviens champion du monde. Il n'y a rien de logique. Donc ce qu'il y a, c'est qu'à partir de là, moi je suis resté dans une position où je me dis non, Brahim, tu viens de marquer l'histoire de ton sport. Tu viens d'être le premier champion olympique, champion du monde de boxe professionnelle. J'ai à peine 28 ou 29 ans. Je suis en pleine force de l'âge. Je dis, moi je ne peux pas me faire ça. C'est pas un truc qui pouvait rentrer dans mon ordinateur, c'était pas concevable. Et sur le plan sportif, est-ce que avec le temps, c'est devenu une frustration? Moi, je sais qu'on m'a volé 5 ans de ma vie. Mais je l'ai compris très vite et je me suis dit très vite, Brahim, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est toi, ça aurait pu être un autre, ne le prends pas mal. Il s'avère qu'en plus, ça a été gâté dans ta carrière. Allez, reprends ton sourire et passe à autre chose. Cette volonté de terminer sans être abîmé, elle vient d'où en fait? Parce que vous l'avez dit très jeune, très tôt. C'est à cause de quoi? De votre maman entre C'est guillemets? grâce à ma maman, ouais. C'est grâce à ma maman parce que ma mère ne voulait pas que je pratique ce sport. Moi, je suis le 4e, je suis le petit des grands au sein de mes frères. Donc j'ai 3 garçons au-dessus. Ma mère voulait une fille quand elle m'a. Bon, je tombe sur un petit garçon. Elle tombe sur un petit garçon. Donc elle me chouchoute. Ce côté sensible que je dois avoir chez moi, c'est vrai que je l'ai de ma mère. Quand je me dirige à la boxe, donc moi, au sein de ma famille, tout le monde est persuadé que c'est un caprice. Je faisais beaucoup de caprices. On pensait que c'était un caprice, qu'au bout de 2-3 marrons, elle allait se calmer de petit et qu'elle est rentrée au bercail. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, j'ai une conversation avec ma maman et je lui dis, je suis assez proche de ma maman, et je lui dis, maman, tu n'as pas le droit de m'interdire ce sport-là si je ne rentre pas marqué. On fait un deal. Elle me dit, ok. Donc je n'avais pas le droit d'avoir un œil au beurre noir, d'avoir une marque. Si j'avais une marque, elle avait le droit de me dire stop. Il fallait que je respecte, parce que c'est moi qui proposais ce deal-là. C'est vrai qu'à une époque, alors que vous étiez devenu professionnel, elle devait quand même prendre des somnifères pour pouvoir dormir à l'approche des combats? Ouais, elle a fini 2-3 fois à l'hôpital. Alors, on me l'a jamais dit sur le moment, on me l'a dit bien longtemps après, en fait. Personne ne voulait me perturber chez moi. Mais ma mère, elle est très sensible et bon, elle a vécu des. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je pense qu'elle a une plaie qui ne s'est jamais refermée de son frère en Algérie, qui a été malheureusement égorgé dans les années 90. Donc voilà, il y a une certaine sensibilité chez ma mère qui est vraiment accentuée. Je suis son bébé. C'est mon premier combat que j'ai fait en amateur. Elle a vu mon adversaire, c'est la première fois qu'elle venait, elle a vu mon adversaire saigner du nez. C'est mon adversaire, c'était pas moi. Elle est sortie de la salle. À la fin du combat, j'étais obligé de sortir pour lui dire, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ouais, il y avait du sang et tout ça. Je dis, ouais, mais c'est pas mon sang, celui de mon adversaire. Elle me dit, ouais, c'est pareil. Vous dites que votre maman voulait une fille quand elle vous a eu, donc vous étiez le 4e de la famille. Est-ce que ça a joué sur votre éducation? Vous dites que vous êtes très sensible comme elle, sans aller dans les clichés. Est-ce que voilà, elle vous a éduqué différemment des autres frères? Je pense un petit peu. Mes frères avaient conscience que j'étais un peu l'enfant roi, donc on me facilitait, on me pardonnait pas mal de choses. Après, quand tu es petit, tu joues sans doute aussi des choses, donc j'ai dû sans doute en jouer. Et par exemple, quand je pleurais, j'avais ma respiration qui se bloquait. Ça pouvait rester 30-40 secondes comme ça et je devenais tout violet. Donc moi, à la famille, mes parents, ils avaient dit à mes frères, personne n'a le droit de faire pleurer Brahim. Donc voilà, il y a toutes ces choses.
Mais inconsciemment, avec le recul, je me dis, mais Brahim, pourquoi tu es venu à la boxe? Et je crois qu'inconsciemment, parce que c'est la seule chose qui revient concrètement, c'est que j'ai voulu démontrer à ma maman que j'étais un vrai petit garçon solide, que je n'étais pas aussi faible qu'elle le pensait, que je n'étais pas aussi fragile qu'elle le pensait. Est-il vrai qu'à l'époque, dans la famille, vous étiez surnommée la fille? Ouais. Ouais. Parce que jusqu'à 16 ans, je suis sur les genoux de ma mère, j'adorais qu'elle me gratte le dos. Donc mes frères, ils rentraient de l'école, ils me voyaient sur les genoux de ma mère, ils avaient envie de me tuer, mes frères. Ils avaient envie que je sois un petit bonhomme solide, qui me disait, t'as pas honte, t'as 16 ans, t'es encore sur les genoux de ta mère. Mais moi, ça me posait pas de problème. 4 ans après, je suis champion olympique. 4 ans après, j'ai le nom de mon père qui est inscrit. 4 ans après, et l'une des plus belles fiertés, c'est 4 ans après, j'emmène mon père, ma mère et mon grand frère, et à l'époque le maire de ma ville, à l'Élysée, parce que monsieur le président de la République, monsieur Jacques Chirac, me décorde de la Légion d'honneur. Vous savez ce que ça signifie pour moi et pour mon père, ce que ça? C'est que moi, mon père, je sais qu'il est arrivé à 14 ans dans un pays qui n'est pas le sien. Il a tout fait en sorte, lui et ma mère, qu'on manque de rien, qu'on soit éduqué de la meilleure manière, avec notre culture musulmane et la culture française. Mais vous avez toujours refusé d'être un symbole d'intégration, Moi, je vais être un l'exemple. symbole d'un musulman qui serait parfaitement intégré dans la société, à l'inverse, sous-entendu, de tant d'autres. Moi, je veux être l'exemple de celui qui veut que je sois son exemple. Le reste, après, c'est que de la littérature. Les autres, c'est tous des menteurs à dire oui, pour un tel ou pour un tel. Non. Vous vouliez pas être On est des manipulé? enfants de la République. Non, c'est même pas une question de manipulation ou pas. On est des enfants de la République. Moi, je l'aime, mon pays. Les événements du début du mois de janvier ont forcément été mis en relation avec la religion musulmane. Pour moi, c'était double peine. J'ai pas de problème. Je suis français, mon pays qui a été touché. Et ma religion qui a été touchée aussi, parce qu'il y a des amalgames qui seront faits en plus. C'est plus pour ça que ça m'embête, quoi. Dans l'équipe magazine, en 2004, votre maman a eu cette phrase incroyable. Il est beau, Brahim, surtout quand il parle à la télévision. Des gens croient qu'il est français. Il n'a même pas l'air arabe. Il y a tellement de choses dans cette phrase. Ouais, il y a beaucoup d'amour aussi de sa part. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que voilà, c'est un enfant de la République. Ses parents aujourd'hui ils doivent être rassurés quand même, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient vraiment extrêmement inquiets pour vous. Même visiblement, un jour, votre père vous a amené chez un médecin. T'es courant, hein? Oui. Non, allez-y vous. En fait, j'ai des problèmes de croissance. Quand je te dis que j'étais très fragile petit, c'est pour de vrai. C'est là que tu parles. En fait, j'avais des problèmes de croissance et je devais faire des piqûres d'hormones de croissance. Et c'était à l'époque à Lyon où il y a eu les sangs contaminés en plus. Ça s'est joué à ça. Et en fait, ma dernière visite, la doctoresse me touche, parce qu'à l'époque, on faisait les radios des mains et on touchait les testicules. Et en fait, à ce moment-là, elle dit, parce que c'était la dernière visite en fait, et derrière, je devais commencer à faire le traitement. Et en fait, à cette dernière visite, elle dit à mon père, non, surtout, il ne faut pas le toucher, il ne faut rien faire, et commence à grandir. J'avais 16 ans, je faisais 1m42. Hein. Vous avez eu tout un tas de surnoms depuis votre enfance. Le petit prince, le nain, Hatchoum, l'esquiveur, l'ouragan, la fille donc. Lequel avez-vous préféré et lequel vous a le plus blessé? Le nain, j'aimais pas. Et puis c'est vrai que la boxe m'a aidé à franchir les étapes, à prendre conscience, à avoir confiance en moi, à me faire respecter, pas spécialement physiquement, à me faire respecter en tant qu'homme. Et ça m'a donné du peps, quoi. Et le surnom qu'on m'a désigné quand j'ai été champion olympique, m'avoir appelé le Petit Prince, c'est un surnom que j'ai vraiment adoré, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.